bienvenue sur Rhetorica. Cette chaîne a une promesse simple et une seule. Ici, on ne juge pas ce que disent les responsables politiques. On observe comment ils le disent, leur mécanique, l'architecture invisible de leurs phrases. Parce qu'une idée peut être juste et mal défendue. Et une idée peut être fausse et brillamment défendue. Tant qu'on ne sait pas faire la différence, on est à la merci du premier orateur talentueux venu. Un mot de vocabulaire pour commencer. On va beaucoup employer ici un terme, le terme de sophisme. Alors c'est quoi un sophisme? C'est un raisonnement qui paraît solide, convaincant, évident, mais qui, quand on l'examine de près, est logiquement défaillant. Repérer les sophismes, ce n'est pas un jeu d'intellectuel. C'est une arme de défense. Celle qui vous évite d'être convaincu par une phrase bien tournée plutôt que par un raisonnement juste. Rhetorica analyse tous les bords. La gauche, la droite, le centre, les extrêmes, sans exception et sans favori. Si vous regardez en espérant que votre camp sera épargné, vous serez déçu. Et c'est le but. La logique n'a pas de carte d'électeur. Aujourd'hui, c'est Éric Zemmour. Une prochaine fois, ce sera une figure que la droite déteste et que la gauche admire. La méthode ne changera pas d'un iota. Maintenant, revenons au sujet de cette vidéo. Le 21 mai 2026, Éric Zemmour, président du parti Reconquête, était l'invité de la matinale de France Info. 20 minutes d'entretien. Les sujets abordés étaient pouvoir d'achat, dette, politique étrangère et cinéma. 20 minutes maîtrisées par un homme dont le métier, journaliste puis polémiste, a toujours été de manier les mots. C'est ce qui en fait un excellent terrain d'exercice. Ces raccourcis ne sont jamais grossiers. Ils sont habiles, érudits, enrobés. Je vous invite donc à être très attentif. Juste encore une alerte avant de continuer. Rhetorica ne dit pas qu'Éric Zemmour a tort sur le fond, sur la dette, sur l'immigration, sur l'industrie. Il existe de vrais débats. Et des gens sérieux y défendent des positions tranchées. Rhetorica ne tranche pas les débats ici. Rhetorica regarde une seule chose. Est-ce que la démonstration tient la route? Ici, on a décortiqué 5 sophismes dans l'ordre de l'interview. Toutes les sources sont en description, datées et vérifiables. On commence. Sophisme 1. La cause unique ou comment un problème a plusieurs racines se réduit à un seul coupable. Dès l'ouverture de l'interview, Éric Zemmour pose un diagnostic. Écoutons-le. Annonce face à la flambée des prix du carburant. La difficulté, c'est que les caisses sont vides. Qu'est-ce que vous attendez du gouvernement? En vérité, pas grand-chose. On a compris qu'il ne donnera pas grand-chose, puisqu'il n'a plus d'argent à force de mauvaise gestion depuis 10 ans. Tout le monde sait maintenant qu'il n'y a plus d'argent, que les déficits sont énormes, que la dette est colossale, et que donc on ne peut plus rien faire. Donc si j'ai bien compris, le gouvernement... La dette serait donc le résultat d'une mauvaise gestion. Comme une autre salée serait le résultat d'un repas bien arrosé. Une cause, un coupable et une explication. Et il faut commencer par dire une chose. Parce qu'ici, je me dois d'être honnête avec vous avant d'être critique. Sur le constat brut, Zemmour n'a pas tort. La dette française est bien colossale. Selon le ministère de l'Économie, elle est passée de 97,9% du PIB en 2019 à 113% quand même en 2024. Plus donc de 3 300 milliards d'euros. Zemmour ici ne se contente pas du constat, il en donne la cause.
comme il a dit, à force de mauvaise gestion. Maintenant, dans un autre extrait diffusé sur CNews, ce même mois de mai 2026, quelques temps après la vidéo sur France Info, il précise sa pensée. Écoutons. Quand il est arrivé en 2017, il a baissé un peu les impôts, mais il n'a pas baissé les dépenses. Le résultat, c'est le résultat qu'on a, c'est-à-dire des déficits énormes et un endettement de 3 000 milliards, alors que quand il est arrivé, c'était à 2 000 milliards. C'est pas plus compliqué que ça. Et après, il vient nous dire, il y a eu le Covid, etc. Mais les autres pays ont eu le Covid. Ils ont géré beaucoup mieux leurs finances publiques. Donc, ce n'est pas seulement le Covid. Donc, je pense qu'il faut absolument tailler dans les dépenses de façon massive pour pouvoir baisser les impôts sans évidemment accroître délibérément le déficit et pouvoir enfin que les gens s'en sortent. L'argument paraît imparable. Tous les pays ont subi la pandémie, dont le Covid n'est pas une excuse. Et c'est ici qu'il faut ralentir, parce que le raisonnement contient un angle mort. Oui, tous les pays ont eu le Covid, mais ils ne l'ont pas affronté dans les mêmes conditions et ils n'ont pas répondu de la même manière. C'est cette double différence que la phrase de Zemmour efface. Alors, quelle différence? Première différence, la violence du choc. Et ici, on va se baser sur les chiffres de l'INSEE pour le printemps 2020 lors de la première vague de Covid. Qu'est-ce que ça dit? La surmortalité, c'est-à-dire le nombre de morts au-dessus de ce qu'une année normale aurait produit, a atteint 28% en France, contre seulement 4% en Allemagne. Comparer frontalement la France et l'Allemagne, comme le fait Zemmour, c'est comparer deux patients sans dire que l'un a été bien plus durement touché que l'autre. Mais il faut aller jusqu'au bout de l'honnêteté, parce qu'un objecteur pourrait répondre: l'Espagne et l'Italie ont eu encore plus de morts que la France et leur dette a moins dérapé. C'est vrai. Et c'est justement là que se niche le point essentiel. Car la deuxième différence, et la plus importante, n'est pas le nombre de morts. C'est ce que chaque pays a décidé de dépenser pour amortir le choc. Et là, ce ne sont pas les mêmes montants. Parce que ce ne sont pas les mêmes choix. La France a fait le choix politique d'un soutien massif. Le fameux quoi qu'il en coûte. Et notamment d'un chômage partiel parmi les plus généreux d'Europe, qui a payé une partie du salaire de millions de travailleurs pour éviter les licenciements. Ce n'est pas une dépense subie, c'est une dépense voulue. Et elle a eu un résultat. La France a mieux protégé l'emploi que beaucoup de ses voisins. Comparer la dette de deux pays sans regarder ce que cette dette a financé, c'est comparer deux factures sans regarder ce qu'il y a au-dessus. Un pays qui a dépensé pour sauver les emplois de ses habitants et un pays qui ne l'a pas fait n'ont pas mieux ou moins bien géré. Ils ont fait des choix différents qu'il faut juger sur leurs effets, pas seulement sur leurs coûts. Récapitulons. Éric Zemmour pose une seule cause derrière la dette: la mauvaise gestion. On a écarté le premier voile. Non, la France et l'Allemagne ne sont pas deux patients comparables. L'un a saigné bien plus que l'autre. Puis le second voile est tombé. Ce n'est pas le nombre de morts qui sépare les pays, mais ce que chacun choisit de dépenser pour les vivants. Et lorsque les voiles tombent l'un après l'autre, ce qui reste, c'est quoi? C'est le vrai sophisme. Celui de la cause unique. Parce que la dette française n'a pas une cause, elle en a au moins trois, très importantes, et il faut les nommer. Alors, nommons-les. La première, ce sont les crises. Une étude relayée par le journal Le Temple en 2024 établit que près de la moitié de la
hausse de la dette depuis 2017 vient de deux chocs. La pandémie de Covid. Vous vous rappelez la crise sanitaire mondiale de 2020 qui a arrêté l'économie pendant des mois. Et la crise énergétique de 2022 avec l'envolée des prix du gaz et de l'électricité dans le sillage de la guerre en Ukraine. Face à ces deux chocs, l'État a massivement dépensé. Et selon l'INSEE, rien que la décrue du bouclier tarifaire sur l'énergie représente plus de 15 milliards d'euros pour la seule année 2024. La deuxième cause est ancienne et elle existait bien avant Emmanuel Macron. C'est ce que les économistes appellent le déficit structurel. Alors, qu'est-ce que c'est? La France, même hors crise, même les bonnes années, dépense généralement durablement plus qu'elle ne perçoit. Par exemple, en 2024, selon le ministère de l'économie, l'État a dépensé 1670 milliards pour 1500 milliards de recettes. Et ici, attention, c'est le piège dans le piège. Beaucoup entendront déficit structurel et concluront aussitôt. Voilà, l'État dépense trop, il gère mal. Mais ce n'est pas si simple. Si la France dépense plus que ses voisins, c'est aussi parce qu'elle a fait des choix de société que ses voisins ont refusé de faire. Selon l'institut spécialisé FIPECO, les dépenses publiques françaises atteignent 57% du PIB, contre seulement 49% en Allemagne. Cet écart, ce n'est pas que du gaspillage, c'est une retraite largement financée par l'État. Là où d'autres pays la confient davantage au privé, c'est un système de santé remboursé, c'est l'école gratuite. On peut vouloir réduire ses dépenses, c'est une position politique parfaitement légitime. Mais alors, il faut dire lesquelles et l'assumer devant les électeurs. L'État gère mal est un slogan. Je propose de réduire telle dépense précise est une proposition. Le débat sérieux commence quand on passe du slogan à la proposition. Passons maintenant à la troisième cause. Ce sont les choix budgétaires récents. Par exemple, des baisses d'impôts non compensées par des baisses de dépenses. Et c'est intéressant parce que c'est exactement ce qu'Éric Zemmour lui-même reproche à Emmanuel Macron dans son extrait CNews. Sur ce point précis, il a raison de pointer ce facteur. Il a simplement tort de le présenter comme le seul. Et c'est ça le sophisme. On constate que la dette en réalité a trois racines. Des crises mondiales que personne n'a choisies et qui ont frappé la France plus durement que l'Allemagne. Un déficit structurel ancien lié à notre modèle social et des choix budgétaires récents. La formule, à force de mauvaise gestion, prend cet arbre à trois racines et n'en montre qu'une. C'est cela le sophisme de la cause unique. Réduire un phénomène à plusieurs facteurs en une seule explication. En général, la plus simple, la plus frappante et la plus commode pour celui qui parle, parce qu'elle désigne un adversaire. Soyons justes, Zemmour n'a pas tort de dire que la France a en partie mal géré. Le déficit structurel est réel et il est ancien. Le sophisme n'est pas là. Il est dans le passage de la mauvaise gestion est une cause à la mauvaise gestion est la cause. Entre ces deux phrases, il y a tout ce qu'on a effacé. 2 crises mondiales, un choc sanitaire 2 fois plus violent qu'ailleurs et 60 ans de choix de société. Et ce sophisme, vous le verrez sur tous les bords. À gauche, quand on explique
toute la pauvreté par la seule cupidité des riches. À droite, quand on explique tout le chômage par la seule assistance qui découragerait le travail. Au centre, quand chaque bonne nouvelle est attribuée à sa propre politique et à chaque mauvaise nouvelle à l'héritage du passé. À l'extrême gauche, quand tout problème se résout dans le mot capitaliste. Et enfin à l'extrême droite, quand tout problème se résout dans le mot immigration. À chaque fois, un réel à plusieurs causes, écrasé en une seule. Alors, maintenant je parle à toi. Chaque fois qu'on te donne la cause d'un grand phénomène, la dette, le chômage, la délinquance, pose-toi une question. Et s'il y en avait 3 ou 4, et si l'orateur n'en nomme qu'une, et que cette cause unique désigne justement son adversaire, redouble d'attention. Le réel a presque toujours plusieurs parents. Alors, résumons. Une cause unique pour un phénomène complexe, ce n'est pas une explication. C'est une désignation de coupable qui a pris le costume d'une explication. Passons au sophisme 2. L'épouvantail ou l'art de refuter une idée que personne ne défend. Développons. Quelques minutes plus tard, sur l'aide publique au développement, Zemmour propose de la supprimer pour financer ses baisses d'impôts. Le journaliste objecte que ces pays en ont besoin. Réponse. Écoutons. Éric Zemmour voulait prendre l'argent de l'aide au développement. Vous êtes aussi contre l'immigration. Est-ce que vous pensez que c'est pertinent de retirer cette aide à ces pays qui en ont besoin? C'est une vieille antienne, ça. Vous savez, j'entendais déjà dans les années 80 la gauche et même la droite dire que pour ne pas avoir d'immigration, il faut aider ces pays à se développer. En fait, c'est faux. Si vous lisez le livre de Stephen Smith, La ruée vers l'Europe, il vous démontre que c'est le contraire. Quand les pays africains se développent, c'est là qu'il y a le plus d'immigration. Donc ça, il faut oublier ça. Le raisonnement d'Éric Zemmour ici paraît imparable en 3 temps. L'aide au développement servirait à réduire l'immigration. Or, le développement augmenterait l'immigration, dont l'aide est inutile. Supprimons-la. Mais tout se joue sur la première marche. Zemmour affirme que l'aide au développement a pour but de réduire l'immigration. Il réfute brillamment cette idée. Le problème, cette idée n'est pas l'idée réelle. C'est une version réduite, rétrécie, fabriquée pour être facile à abattre. Reprenons les faits. Sourcés d'ailleurs. L'aide publique au développement naît après la Seconde Guerre mondiale, dans le sillage du plan Marshall. Ce fameux plan où les États-Unis ont financé la reconstruction de l'Europe, dévastée après la Seconde Guerre mondiale, à partir de 1948. Ensuite, cette aide s'étend au moment de la décolonisation. Aujourd'hui encore, selon l'OCDE, l'Organisation de coopération et de développement économique, le club des pays développés, qui produit les statistiques de référence, cette aide s'inscrit dans le cadre des objectifs de développement durable. 17 objectifs mondiaux de l'élimination de la pauvreté à l'accès à l'éducation, adoptés en 2015 par les 193 États membres de l'ONU, avec une échéance fixée en 2030. Il y a aussi une façon très simple de voir que l'aide n'a pas pour but premier de freiner l'immigration. Il suffit de regarder qui donne le plus.
L'objectif fixé par l'ONU dès 1970 est que chaque pays riche consacre 0,7% de sa richesse nationale à l'aide. En 2024, selon les chiffres de l'OCDE, seuls 4 pays au monde ont atteint ou dépassé ce seuil. La Norvège, qui consacre 1,02% de sa richesse à l'aide. Le Luxembourg, avec 1%. La Suède, avec 0,79%. Et le Danemark, avec 0,71%. La France, elle, est à 0,48%, au 10e rang. Autrement dit, les champions mondiaux de l'aide donnent 2 fois plus que nous, rapporté à leur richesse bien sûr. Or, regardez ces 4 pays, la Norvège, la Suède, le Danemark, le Luxembourg. Ce ne sont pas des pays soumis à une pression migratoire massive en provenance d'Afrique. Ce sont de petits pays prospères, géographiquement éloignés des routes migratoires principales. S'ils donnaient pour empêcher les gens de venir, ils seraient les premiers à couper le robinet. Ils n'ont presque personne à dissuader. Et pourtant, ce sont eux qui donnent le plus, et depuis des décennies. La preuve par l'exemple que le but premier de l'aide est ailleurs. La lutte contre la pauvreté, la santé, l'éducation, le climat, l'influence diplomatique. D'ailleurs, fait révélateur, l'OCDE note que dans plusieurs pays, une part croissante de ce qui est compté comme aide sert en réalité à financer l'accueil des réfugiés sur le sol du donateur lui-même. Une dépense qui, par nature, ne développe pas le pays d'origine. Si réduire l'immigration était le but, ce serait un aveu d'échec comptabilisé dans la colonne des succès. Car les buts de l'aide sont multiples et documentés. Lutter contre la pauvreté, financer la santé et l'éducation, construire des infrastructures, répondre aux crises humanitaires, stabiliser des régions et, assumons-le, étendre l'influence du pays donateur. 10 objectifs et aucun d'eux, historiquement, ne s'appelle immigration. L'idée, on aide pour qu'ils ne viennent pas, est arrivée bien plus tard. Et la meilleure preuve, c'est qu'un rapport d'information de l'Assemblée nationale le reconnaît noir sur blanc. Je cite. L'efficacité de l'aide au développement pour freiner les départs fait l'objet d'analyses contradictoires. Traduction, même les députés qui se penchent sérieusement sur la question ne sont pas convaincus que ça marche. Autrement dit, le lien entre aide et immigration n'est pas le fondement du dispositif. C'est une greffe tardive contestée jusque dans les rangs des parlementaires qui l'examinent. Voilà donc le sophisme. Zemmour prend un dispositif à 10 objectifs, le réduit en un seul, le plus récent, le plus discutable, démontre que sur ce seul objectif, l'aide échoue et conclut qu'il faut tout supprimer. C'est ce qu'on appelle l'homme de paille ou l'épouvantail. On ne combat pas l'adversaire réel, on dresse à côté de lui un mannequin de paille, plus frêle. On lui donne vaguement sa silhouette et on abat le mannequin. Le public voit quelque chose tomber et croit le débat tranché. Mais ce qui est tombé, c'est l'épouvantail. L'adversaire réel, lui, n'a pas bougé. Et l'aide sert-elle vraiment le pays qui la donne?
Concrètement, oui. Et c'est chiffré. L'Agence française de développement estime que les investissements de l'aide génèrent des retombées économiques pour les entreprises françaises de l'ordre de 3 milliards d'euros par an. Je répète, les investissements de l'aide génèrent des retombées économiques pour les entreprises françaises de l'ordre de 3 milliards d'euros par an. Et une synthèse d'études économiques publiée par cette même agence aboutit à un ordre de grandeur frappant. Sur le long terme, $1 d'aide accordée se traduit en moyenne par environ $1,5 d'exportation supplémentaire pour le pays donateur. On voit donc bien que l'aide n'est donc pas de la charité à fond perdu. C'est aussi un investissement d'influence avec un retour mesurable. Mais, et Rhetorica se doit de le dire, sinon on bascule dans l'autre camp. Il faut être honnête sur les limites. L'aide est aussi critiquée, sérieusement. L'organisation Oxfam relève ainsi un paradoxe gênant. En France, en 2023, plus de 8% de ce qui est compté comme aide au développement sert en réalité à payer l'accueil des réfugiés sur notre propre territoire. Au niveau mondial, ce sont près de 14% de l'aide totale qui ne quitte jamais le pays donateur. Autrement dit, une partie de ce qu'on appelle aide est en fait une dépense intérieure rebaptisée. Au Sénat, des parlementaires pointent des résultats, pas toujours probants, notamment au Sahel. Le débat sur l'efficacité de l'aide est donc un vrai débat. Critiquer l'aide est légitime. Ce qui ne l'est pas, logiquement, c'est de le réduire à un seul de ses buts pour la condamner en bloc. Critiquer une chose, c'est la critiquer telle qu'elle, pas telle qu'on la rétrécit pour les besoins de la démonstration. L'épouvantail est partout et il est redoutable parce qu'il donne l'illusion du débat. Alors, où trouve-t-on ce sophisme? À gauche, quand on résume toute critique de l'immigration à du racisme, puis qu'on refute le racisme, plus facile que de répondre à l'argument réel. À droite, quand on résume l'écologie à le retour à la bougie. Au centre, quand on qualifie toute opposition de populisme, pour ne pas répondre sur le fond. À chaque fois, le même geste. On remplace l'adversaire par sa version en carton et on triomphe d'un combat qu'on n'a pas livré. Alors, je te parle à toi. Quand quelqu'un refute une idée devant toi, demande-toi, est-ce vraiment la position de l'autre camp ou une version simpliste fabriquée pour perdre? Va lire ce que l'adversaire dit vraiment. Souvent, le mannequin abattu ne ressemblait que de loin à l'adversaire réel. Résumons donc maintenant tout ceci. Réfuter une caricature, ce n'est pas gagner un débat. C'est l'esquiver en faisant semblant de le mener. Passons maintenant au sophisme 3, qui est la fausse analogie ou la comparaison bâtie sur un fait inexact. Alors, de quoi s'agit-il? Dans la même séquence sur l'aide, pour prouver que l'aide n'est pas nécessaire au développement, Zemmour avance un exemple. Écoutons. En plus, moi, je trouve ça humiliant pour les Africains. Je veux dire, la Corée du Sud, elle n'a pas d'aide publique au développement et elle est devenue une des puissances économiques les plus importantes du monde en 50 ans. On va rester au Moyen-Orient. L'argument ici est élégant. Un pays serait devenu riche sans aide, dont l'aide n'est pas la clé, dont
on peut la supprimer. L'exemple sert de preuve, bien évidemment. Sauf que l'exemple ici est faux. Pas discutable, mais faux. Et c'est vérifiable. La Corée du Sud a été l'un des plus gros bénéficiaires d'aide étrangère du XXe siècle. Selon les travaux de l'Association for Asian Studies, les États-Unis l'ont versé à eux seuls environ 12,6 milliards de dollars d'aide économique entre 1946 et 1976, dont environ pendant 30 ans. Et rapporté au nombre d'habitants sur cette période, seuls 2 pays au monde ont reçu davantage, Israël et le Sud-Vietnam. Mais c'est l'économiste Éric Toussaint qui ouvre le chiffre le plus parlant. Toussaint, pour rappel, c'est un docteur en sciences politiques des universités de Paris 8e et de Liège, qui a été chargé par le président équatorien Rafael Correa à l'époque de mener l'audit officiel de la dette de son pays en 2007 et qui a ensuite coordonné la commission de vérité sur la dette publique grecque mise en place par le Parlement grec en 2015. Bref, ce n'est pas n'importe qui. C'est l'un des spécialistes mondiaux de l'histoire des dettes souveraines. Alors, qu'est-ce qu'il dit? Dans son étude consacrée à la Corée du Sud, il établit ceci. Entre 1954 et 1961, ce seul pays a reçu une somme supérieure à l'ensemble des prêts accordés par la Banque mondiale à tous les pays indépendants du tiers-monde de l'époque réunie. Inde, Pakistan, Mexique, Brésil, Nigeria compris. Lisez bien. Un seul pays a reçu plus qu'une cinquantaine d'autres pays réunis. Et entre 1954 et 1960, cette aide étrangère a représenté près de la moitié du budget national coréen. Le miracle coréen ne s'est pas fait sans aide. Elle s'est faite grâce à l'une des perfusions d'aide les plus massives de l'histoire. L'exemple censé prouver que l'aide est inutile est donc en réalité l'exemple d'un pays massivement aidé qui a réussi. L'exemple ne soutient pas la thèse de Zemmour. Il la contredit frontalement. C'est ce qu'on appelle une fausse analogie. Ici, plus précisément, une analogie bâtie sur une prémisse fausse. Raisonner par analogie, c'est dire ce cas ressemble à cet autre. Donc, ce qui vaut pour l'un vaut pour l'autre. C'est un outil légitime à 2 conditions. Première condition, que les faits invoqués soient exacts. Deuxième condition, et que les 2 cas se ressemblent vraiment sur les points qui comptent. Ici, la première condition s'effondre d'emblée. Le fait est faux. Et quand le fait de départ est faux, tout l'édifice s'écroule, si élégant soit-il. Pourquoi ça marche ici? Parce qu'un exemple concret et prestigieux, la Corée du Sud, et l'on pense à Samsung, Séoul, à la K-pop, ça frappe l'imagination bien plus fort qu'une statistique. L'image est si forte qu'on ne songe pas à vérifier la prémisse. On gobe l'exemple et avec lui la conclusion. Alors, je te reparle à toi. Quand un orateur appuie toute sa démonstration sur un exemple unique et brillant, ne te laisse pas inoptiser par l'image et la beauté des mots. Pose-toi cette question simple. Est-ce que c'est vrai? Vérifie la prémisse avant d'accepter la conclusion. Alors, résumons ici. Un bel exemple faux n'est pas un argument. C'est une illusion d'optique. Maintenant, allons au sophisme 4. Le chiffre trompeur ou 2 nombres qui portent le même nom sans mesurer la même chose. Après les aides, Zemmour enchaîne aussitôt. Et cet enchaînement rapide
en lui-même est un signal. On aligne les arguments avant que l'auditeur ait le temps de vérifier le précédent. Écoutons la suite. Content. On va Alors rester qu'en au 62, Moyen-Orient. quand l'Algérie devient indépendante, le niveau de vie de l'Algérie est supérieur à celui de la Corée du Sud, voyez. On va rester au Moyen. L'argument vient renforcer le précédent. Non seulement la Corée aurait réussi sans aide, mais en plus, elle serait partie de plus bas que l'Algérie. Même ligne de départ, deux destins opposés. La preuve que tout dépendrait de la volonté d'un peuple et rien de l'aide. Soyons honnêtes, sur le chiffre brut, Zemmour n'a pas tort. Selon une analyse publiée par le média Middle East Eye, au début des années 1960, le PIB par habitant de la Corée du Sud tournait autour de 988 $, quand celui des pays du Maghreb dépassait 1000 $. Le chiffre existe. Et pourtant, la conclusion est trompeuse. Parce que ces deux nombres qui portent le même nom, PIB par habitant, PIB par habitant, ne mesurent pas la même réalité. Le PIB par habitant d'un pays pétrolier est gonflé par une seule chose, la valeur du baril qu'on extrait du sol. Il ne dit presque rien du développement réel, qui est l'école, la santé, l'industrie, les institutions. L'Algérie de 1962 avait des hydrocarbures. Son PIB par habitant en portait la marque. La Corée du Sud n'avait aucune de ces ressources de ce type. Comparer dans ces deux chiffres revient à comparer les revenus de deux personnes sans voir que la première a touché un héritage le mois dernier. Le nombre est le même, ce qu'il raconte ne l'est pas. Il faut ici une minute aussi d'histoire, parce qu'elle est décisive. Zemmour suggère deux pays sur la même ligne de départ. C'est archi faux, et pas qu'un peu. Pourquoi? La Corée, c'est un État d'une ancienneté impressionnante. La dynastie Joseon a régné sur une Corée unifiée de 1392 à 1910. Plus de 5 siècles de continuité étatique, avec une administration de lettrés recrutés par concours, une langue écrite propre, une tradition d'imprimerie. Quand la colonisation japonaise s'achève en 1945 en Corée, puis quand la guerre de Corée s'achève en 1953, le pays est ravagé, mais le socle est là. Une nation homogène, une mémoire d'État, une administration. L'Algérie de 1962 sort, elle, d'une configuration entièrement différente. 132 ans de colonisation française, une guerre d'indépendance longue et meurtrière, et surtout, selon une étude de la revue Insaniat, un effondrement économique brutal au moment de l'indépendance. Le PIB par habitant chutant d'un tiers entre 1960 et 1962, à cause du départ précipité des cadres européens qui faisaient tourner l'administration et l'économie. Et les structures économiques n'avaient rien de comparable. Toujours selon Middle East Eye, à l'époque, les exportations ne pesaient que 2% du PIB coréen, contre plus de 20% au Maghreb. Mieux, une étude publiée dans la revue Confluence Méditerranée contredit frontalement l'idée même que les deux pays aient été comparables. Les chercheurs y écrivent que, contrairement à une idée reçue répandue jusque chez les économistes, l'Algérie n'a jamais eu le même niveau réel de développement que la Corée du Sud. La preuve,
mesuré par l'indice du développement humain, IDH. Un indicateur qui intègre l'éducation et la santé, et pas seulement l'argent. L'écart entre les deux pays en 1970 était exactement le même qu'en 2010. C'est ce qu'on appelle le chiffre trompeur, ou la comparaison invalide. On aligne deux nombres qui portent la même étiquette. On les pose côte à côte et on laisse l'auditeur conclure, sans lui dire qu'il ne mesure pas la même chose. Ce n'est pas un mensonge, puisque le chiffre est exact. C'est plus subtil que ça. Un fait vrai utilisé pour produire une conclusion fausse. Tu croiseras ce sophisme constamment, surtout en ce moment en campagne électorale, quand on compare le chômage de deux pays qui ne le comptent pas pareil, quand on compare un salaire d'il y a 30 ans à un salaire d'aujourd'hui, sans corriger l'inflation, quand on compare la délinquance de deux époques où l'on n'enregistrait pas les mêmes faits, la règle à emporter avec toi. Devant toute comparaison chiffrée, ne t'arrête jamais au nombre. Demande-toi toujours. Ces deux chiffres mesurent-ils vraiment la même chose? Même périmètre? Même méthode? Même époque? Sinon, la comparaison ne prouve rien. Même si chaque chiffre, isolément, est exact. Résumons donc le sophisme 4. Deux nombres qui portent le même nom ne sont pas forcément deux nombres qui parlent de la même chose. Go pour le sophisme 5. La prophétie auto-réalisatrice, le raisonnement que rien ne peut contredire. En fin d'interview, Zemmour explique pourquoi il réédite son livre Le suicide français, paru en 2014. Écoutons. Malheureusement, tout s'est passé comme prévu. Tout s'est passé comme prévu dans ce livre, c'est-à-dire que nous avons eu une immigration qui est devenue de plus en plus invasion islamique, nous avons eu une école qui s'est encore plus effondrée, nous avons eu un juge qui a pris de plus en plus de pouvoir et qui corsette la démocratie, nous avons vu une désindustrialisation qui a appauvri les Français. Tout ce que j'annonçais, tout ce que j'annonçais dans ce livre, c'est malheureusement avéré exact. L'argument est d'une efficacité remarquable. Tout s'est passé comme prévu. J'avais annoncé, la réalité a confirmé, donc j'avais raison. Et si je réédite mon livre, c'est que les faits eux-mêmes me donnent raison. Difficile de répondre, et c'est précisément ça le problème. Pour qu'une prédiction soit sérieuse, il faut qu'on puisse après coup dire si elle s'est réalisée ou pas. Il faut un critère, un thermomètre extérieur, indépendant de celui qui l'a prédit. Si je vous annonce, il fera plus de 30 degrés demain, on pourra vérifier. Vraie prédiction. Mais si je vous dis, demain, l'ambiance sera lourde et que c'est moi, et moi seul, qui déciderai le soir venu si l'ambiance a été lourde ou pas, alors je ne peux pas me tromper, jamais. C'est exactement ce qui se passe ici. L'école s'est effondrée. Mesuré par quel indicateur? Le juge a pris plus de pouvoir. Encore plus. Sur quelle échelle, Zemmour? Chacune de ces affirmations est une interprétation. Et qui juge que l'interprétation est juste? Celui-là même qui avait fait la prédiction. Zemmour est à la fois le joueur et l'arbitre. Il a prédit et c'est lui qui siffle la fin du match en annonçant le score. D'ailleurs, sur ce juge qui a pris de plus en plus de pouvoir, il faut comprendre l'allusion, car elle n'est pas neutre. Zemmour fait bien sûr écho à un thème très présent à droite et à l'extrême droite, celui d'un gouvernement des juges. L'idée que des magistrats non élus viendraient contrarier la volonté du peuple. Le thème a été ravivé par les condamnations en justice de plusieurs responsables politiques de premier plan, à droite
comme à l'extrême droite ces dernières années. On sait tous de qui il s'agit. Mais le juge corsette la démocratie n'est pas un fait mesurable, c'est une lecture. On peut tout aussi bien y voir, à l'inverse, des institutions qui fonctionnent et appliquent la loi à tous, y compris aux puissants, aux élites. Aucune donnée ne tranche, c'est une interprétation contre une autre. C'est ce qu'on appelle un raisonnement infalsifiable. Un raisonnement que rien ne pourrait jamais prendre en défaut. Et attention, c'est contre-intuitif. On croirait qu'impossible à réfuter, c'est une force. C'est l'inverse. Une affirmation qu'aucun fait jamais ne pourrait démentir n'est pas une affirmation solide. Elle est vide parce qu'elle est compatible avec tout. Si l'école va mal, je l'avais prédit. Si elle va bien, on n'en parlera pas. Ou ce sera un trompe-l'œil. La prophétie se confirme toujours toute seule. Et une prophétie qui se confirme toujours toute seule ne nous apprend rien sur le monde. Seulement que son auteur a confiance en lui. Prenons le seul des exemples de Zemmour où les données sont solides. La désindustrialisation. Que disent les chiffres? Que la France a bien perdu de l'industrie, mais que le phénomène a commencé il y a un demi-siècle. Et les causes, mesurées par une étude de la Banque de France de 2017, ne sont pas d'abord politiques, ce sont le progrès technique et l'évolution de la consommation qui expliquent à eux seuls environ 40% du recul de l'emploi industriel. L'externalisation vers les services, un deuxième facteur. Un quart, pour être précis. Mieux, selon la Direction générale des entreprises, entre 2017 et 2019, l'emploi industriel français est légèrement reparti à la hausse de 1% environ. La désindustrialisation est un phénomène long, mondial, largement technologique. Quand Zemmour l'a décrit comme un programme électoral, sous-entendu une trahison délibérée voulue par les gouvernants, il transforme un processus économique d'un demi-siècle en un complot politique, si on veut, de 9 ans sous la présidence de Macron. Encore un glissement de l'explication structurelle vers l'intention coupable. Je tiens encore à rappeler une fois de plus la posture de cette chaîne. On ne dit pas que les inquiétudes de Zemmour sur l'école, la justice ou l'industrie sont toutes infondées. Sur certaines, il existe de vraies données et de vrais débats. On dit une seule chose. Tout s'est passé comme je l'avais prédit n'est pas un argument tant que c'est le prophète lui-même qui décide si la prophétie s'est réalisée. La confirmation doit venir d'ailleurs que de celui qui a prédit. Ce sophisme dépasse de loin la politique. On le retrouve dans les discours militants de tous bords, dans les théories qui expliquent tout, dans les prédictions d'effondrement sans cesse repoussées et dont jamais démenties. À gauche, le système est en crise, toujours vrai, puisque tout événement peut se lire comme une crise. À droite, la décadence se poursuit, même mécanique. Alors, écoute bien. Devant une affirmation, pose-toi toujours cette question, très importante. Qu'est-ce qui concrètement prouve que c'est faux? Si tu trouves une réponse, un chiffre, un fait, un événement vérifiable, l'affirmation est sérieuse, on peut en discuter. Si tu ne trouves aucune réponse, si rien ne pourrait jamais la contredire, méfie-toi. Ce n'est pas une vérité solide. C'est une croyance qui s'est rendue invulnérable. Résumons enfin ce sophisme, 5, le dernier. Une prédiction que rien ne peut jamais démentir n'est pas une prédiction. C'est une prophétie qui se donne raison à elle-même. Conclusion. Alors,
Tout au long de cette vidéo, nous avons développé 5 sophismes dans une interview de 20 minutes. Nous avons parlé des sophismes tels que la cause unique, l'épouvantail, la fausse analogie, le chiffre trompeur et en dernier, la prophétie autoréalisatrice. Et je veux bien le redire parce que c'est l'âme de cette chaîne. On ne dit pas que Zemmour avait tort sur le fond. Sur la dette, sur l'aide, sur l'industrie, il y a des vrais débats. Et nous avons même reconnu, chiffre à l'appui, que certains constats mentionnés par Zemmour n'étaient pas infondés. Rhetorica souligne une seule chose, la solidité des démonstrations. Et 5 fois, nous avons vu une conclusion forte présentée comme une évidence de la part de Éric Zemmour. Alors que la démonstration derrière était partielle, rétrécie ou impossible à vérifier. Alors il faut savoir que ce travail, on l'a fait sur Éric Zemmour, on va le faire sur d'autres bords. C'est un engagement. La prochaine fois, ça sera une figure que vous admirez, dans un camp que vous défendez. Les questions seront exactement les mêmes. Je voudrais finir par quelque chose un peu plus personnel. On vit un moment difficile. Les gens doutent. L'époque est rude. Et dans moins d'1 an, vous allez devoir glisser un bulletin dans une urne. D'ici là, on va déverser sur vous des milliers de messages, des chiffres, des récits, des exemples qui frappent, des prophéties. Tous habiles, tous fabriqués pour emporter votre adhésion sans passer par votre raison. Et une élection, ça ne devrait pas se gagner avec des formules bien tournées. Ça devrait se gagner avec des faits. Parce que les faits, eux, ne font pas campagne, mais ils finissent toujours par revenir. Et le jour où on s'aperçoit qu'on a voté sur une illusion, il est déjà trop tard pour changer d'avis. Au XVIIe siècle, un philosophe que personne ne lisait, exclu de sa communauté, a écrit dans la solitude un livre qui n'a paru qu'après sa mort. Au XVIIe siècle, un philosophe que personne ne lisait, exclu de sa communauté, a écrit dans la solitude un livre qui n'a paru qu'après sa mort. Ce livre, il est intitulé Le traité politique. Et son auteur, Baruch Spinoza, y a posé une règle, une seule, pour comprendre les hommes et le pouvoir. Une règle qui pourrait être la devise de cette chaîne. Spinoza s'y a promis ceci: ne pas se moquer des actions humaines, ne pas les déplorer, ne pas les maudire, mais les comprendre. Comprendre, pas applaudir, pas condamner. Comprendre, juste comprendre. C'est tout ce que Rhetorica vous demande. Quand un orateur parle, ne lui répondez pas avec votre cœur. Répondez-lui avec votre raison. Parce que l'émotion vous fait ressentir une vérité. Mais seule la raison vous permet de la vérifier. Et entre ressentir et vérifier, il y a la distance qui sépare la foi du savoir. Apprendre à repérer les sophismes, ce n'est pas devenir froid. Ce n'est pas refuser de croire. C'est devenir libre. Libre de choisir ce en quoi vous croyez. Non pas parce qu'on vous l'a bien dit, mais parce que ça tient debout. Libre de ne plus confondre l'éloquence avec la vérité. Libre surtout de ne plus être la proie de celui qui parle mieux, celui qui a la langue mielleuse. Et c'est peut-être ça, finalement, le vrai cadeau de la philosophie. Apprendre à penser tout seul, même quand tout le monde autour de vous crie le contraire. Toutes les sources de cette analyse sont en description, datées et vérifiables. Ne me croyez pas sur parole. Allez voir. C'est précisément ce que cette chaîne
vous demande de ne plus jamais accorder à personne, pas même à elle. Et si ce travail vous paraît utile, abonnez-vous à Rhetorica. La chaîne vient de naître. Chaque abonnement l'aide à grandir. Prenez soin de vous et à bientôt.